Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui continuer à évoquer des questions d'actualité. On va le faire sous trois angles. D'abord, en parlant du projet d'Emmanuel Macron de créer un budget de la zone euro. Ensuite, en évoquant la décision d'Angela Merkel de sortir du nucléaire en Allemagne, ce qui a des conséquences pour la politique énergétique européenne. Et enfin, en parlant de la décision de la Pologne d'acheter du matériel militaire américain plutôt que franco-allemand, plutôt qu'européen. Donc tout d'abord, le projet d'Emmanuel Macron de créer un budget de la zone euro. Alors, en préalable, il faut dire que la volonté de reconstruire l'Europe, et notamment d'affirmer que la souveraineté, elle passe maintenant par l'Europe, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc ce raisonnement qui consiste à dire que la souveraineté, ça passe par l'Europe, c'est quelque chose de positif. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment on va atteindre cette souveraineté européenne. Et là, on a quelque chose qui n'est pas du tout efficace dans le projet d'Emmanuel Macron. Parce que veut faire Emmanuel Macron? Il veut faire un budget de la zone euro, c'est-à-dire il veut faire un budget sans État européen, il veut faire un budget conséquent sans État européen, avec en fait toujours un État allemand, un État italien, espagnol, etc. Français, etc. Mais dans cette configuration, chacun des États européens va vouloir conserver la main sur l'essentiel de ses ressources financières. Donc il ne pourra pas y avoir de transfert significatif budgétaire des États locaux, français, allemands, italiens, etc., vers ce budget de la zone euro parce que chaque État ayant une légitimité supérieure à celle du Parlement de la zone euro et du ministre des Finances de la zone euro, qui s'occupera de ce budget de la zone euro, refusera tout simplement de contribuer de manière substantielle à ce budget. Et pour pouvoir corriger les déséquilibres qui existent entre les pays créditeurs et les pays débiteurs en Europe, il faut un budget substantiel. Parce que ce déséquilibre est de l'ordre de 6% du PIB chaque année. Donc ça veut dire qu'il faut un budget, 6% du PIB, ça fait à peu près 12% du budget d'un pays. Et ça, c'est considérable. Et aucun pays n'acceptera de transférer 12% de son budget à la zone euro parce que chaque pays se considère souverain. C'est pas le Parlement de la zone euro qui est souverain par rapport à l'Allemagne, à la France ou l'Italie, c'est bien le contraire. Bon. Et puis, en plus, il faut bien voir que la souveraineté européenne, ça ne peut passer que par un État européen. D'une part pour les raisons qu'on a évoquées, parce que sinon on ne peut pas avoir de transfert significatif de budget financier, et d'autre part parce qu'il y a seulement un État européen qui peut vraiment bâtir une défense européenne, qui peut vraiment faire une diplomatie européenne, qui peut vraiment faire une politique industrielle européenne pour protéger les secteurs notamment stratégiques européens, pour procéder à des concentrations, pour investir, pour procéder aux grands investissements dans les infrastructures de transport, pour procurer des économies d'échelle à tous les Européens dans ces domaines qui profiteront à tous les Européens. Donc c'est seulement un État fédéral européen qui permet d'apporter des avantages concrets importants à tous les Européens et qui permet d'affirmer par là la souveraineté de l'Europe. Donc, si on ne fait pas un État fédéral européen, on ne peut pas atteindre la souveraineté européenne. Parce que cet État européen, d'une part, sans État européen, d'une part, on n'est pas en mesure de s'imposer face aux États locaux, Allemands, France, Allemagne, qui sont des vieux États qui ont une légitimité,
et parce que sinon on n'a pas les instruments en mesure de s'affirmer, d'apporter des avantages concrets importants aux populations pour pouvoir s'affirmer en termes d'intérêt, en termes de sécurité, en termes de prestige. Bon. Donc, le projet d'Emmanuel Macron ne pourra pas produire une vraie souveraineté européenne. Et il ne pourra pas corriger les équilibres qui sont à l'œuvre donc dans la zone euro, entre pays créditeurs et débiteurs. Pour corriger ces déséquilibres et pour donc atteindre une vraie souveraineté européenne, ce qui est nécessaire de faire, c'est de dépasser la résistance des États locaux, France, Allemagne, Italie, en demandant aux populations de transférer une bonne partie de la souveraineté depuis les États locaux vers un État européen. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner autour du pot, il faut avoir un projet politique fédéral européen qui consiste à dire maintenant la souveraineté, elle est au niveau européen, donc on transfère notre souveraineté en matière de défense, en matière de diplomatie, en matière d'industrie, en matière de grands investissements en infrastructures de transport, de recherche, vers cet État européen. Là, vous avez, quand vous faites ça, vous dépassez la souveraineté des États locaux, France, Allemagne, Italie, etc., et vous la transférez à un État européen. Et là, vous avez donc un vrai souverainisme européen. Il n'y a pas d'autre manière de procéder si on veut faire un État européen, qui est la seule manière d'atteindre ce souverainisme européen. Il faut, d'une part, le dire. Il faut dire que la souveraineté européenne, elle passe sur les compétences qu'on va transférer avant la souveraineté des États locaux. Ensuite, il faut le vouloir, c'est-à-dire qu'il faut agir politiquement en ce sens. Quand les Suisses ont fait leur État fédéral, qu'on appelle Confédération helvétique, mais qui est un vrai État fédéral, ils l'ont dit et ils l'ont voulu, à travers le Parti radical démocratique. Quand les Italiens ont fait leur unité pour faire leur État italien, ils ont dit qu'ils voulaient un État italien, ils l'ont voulu, ils ont agi en ce sens. Pareil pour les Allemands, pareil pour les Américains. Donc on ne peut pas créer un État européen, qui est la seule manière d'avoir un vrai souverainisme européen, sans le dire, sans le vouloir et sans agir de manière claire. Donc en fait, le projet d'Emmanuel Macron, ça consiste, même si l'intention est bonne, ça consiste à continuer la méthode des petits pas qui a été effectuée jusqu'à maintenant, qui était utile pour créer un système confédéral où on n'avait pas l'ambition de créer un vrai État, qui permettait de rapprocher les intérêts, les directions, les trajectoires des différents Européens, ce qui était une première étape utile. Mais cette méthode des petits pas n'est absolument pas adaptée à la création d'un État européen et d'un souverainisme européen qu'on ne peut atteindre qu'en l'affichant clairement et en le voulant. Donc la méthode d'Emmanuel Macron, c'est une méthode qui appartient au passé pour l'avenir, pour assurer l'avenir des populations en Europe. Il faut maintenant une volonté politique fédéraliste européenne. Et donc pour créer cet État fédéral européen, il faudra le faire par étapes. Parce que si on essaie de faire tout en même temps, on ne va pas y arriver. Donc on commence par le noyau nécessaire et suffisant, la France et l'Allemagne. Avec la France et avec l'Allemagne, on peut créer un État fédéral viable et attractif. Une fois fédéralisme politique en Europe qui est mis en place, et le reste des pays européens, progressivement, le Benelux, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, va incorporer cet État européen.
Venons-en maintenant à la décision d'Angela Merkel, à la suite de l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, de sortir l'Allemagne du nucléaire. Alors d'abord, c'est une décision unilatérale. Donc on voit bien que les intérêts politiques de chacune des classes politiques dans chacun des pays locaux en Europe priment en réalité sur la consultation avec le reste des pays européens. Quand on n'a pas en matière énergétique un État fédéral européen, on ne peut pas conduire une vraie politique énergétique à l'échelle de l'Europe. La justification d'Angela Merkel, c'est de dire qu'il y avait un problème pour la sécurité, qu'il y a un problème pour la sécurité nucléaire, et donc s'il y a un petit problème quelque part dans le monde sur la sécurité nucléaire, ça veut dire que dans l'ensemble du monde, il faut mettre fin à l'industrie nucléaire. Bon, alors c'est pas très sérieux. En fait, il y a des conditions spécifiques qui ont affecté la catastrophe nucléaire à Fukushima. Notamment, c'est une centrale qui était liée à une technologie particulière et qui a été touchée par un tsunami. Et il faut voir que la sécurité des installations nucléaires, elle s'améliore avec le temps, avec l'expérience, sur les incidents notamment. C'est comme la sécurité aérienne, ça s'améliore avec le temps. Il faut voir aussi que le fait d'arrêter les centrales nucléaires, ça veut dire qu'en Allemagne, maintenant, on est passé sur du charbon. Ça veut dire que le réchauffement climatique, qui est un problème urgent, en souffre. Donc en matière écologique, il faut savoir se donner des priorités. Est-ce que la priorité, c'est le réchauffement climatique, ou est-ce que la priorité, c'est les déchets nucléaires ou les accidents nucléaires? Je pense que pour l'avenir de la planète, ce qui est beaucoup plus problématique, c'est le réchauffement climatique, probablement. C'est pas quelque chose qui est... On ne sait pas non plus exactement dans quelles conditions ce réchauffement va affecter la vie humaine, mais on peut dire que probablement c'est le réchauffement climatique qui est le plus dangereux pour l'avenir de l'homme, et donc il faut savoir faire des choix. Il faut continuer le nucléaire pour se protéger du réchauffement climatique, et le problème des déchets, le problème éventuellement des accidents, c'est quelque chose qu'on peut traiter progressivement avec la technologie qui s'améliore, les surgénérateurs, peut-être un jour la fusion. Et cette décision d'Angela Merkel, elle met en danger l'indépendance énergétique de l'Europe. Parce qu'on comprend bien que le charbon, il n'y en a pas énormément en Europe. Il faut aussi savoir que l'énergie nucléaire, c'est quelque chose que on peut maîtriser pratiquement complètement en interne en Europe. Donc c'est quelque chose qui est mauvais pour l'indépendance énergétique de l'Europe, d'autant plus que l'énergie nucléaire, ça permet de produire de l'électricité à bas coût, quand c'est bien fait, quand on le fait en concertation, quand on le fait sur le long terme, quand on le fait intelligemment, ça fait de l'énergie à bas coût, et avec cette énergie électrique à bas coût, on pourrait électrifier, faire des investissements massifs pour électrifier les voitures, peut-être les camions, ce qui permet là, en plus de lutter contre le réchauffement climatique, et ce qui permet encore d'améliorer l'indépendance énergétique de l'Europe, en évitant d'être dépendant pour nos approvisionnements énergétiques de la Russie ou des pays du Moyen-Orient. Donc, c'est une décision qui, sur le plan de l'indépendance énergétique de l'Europe, est très mauvaise. Bon, c'est une décision pour les coûts
de production évidemment qui est mauvaise également parce que les coûts de production montent, on détruit la filière nucléaire, donc ça porte un coup à la filière nucléaire européenne en général, donc c'est un problème. Et puis ça empêche éventuellement un jour une concentration à l'échelle européenne de l'énergie, de l'industrie énergétique nucléaire, ce qui serait un plus. Ça donc engendre des coûts supplémentaires qui vont être supportés par le consommateur. Et c'est donc ce projet, cette décision d'Angela Merkel, c'est bien la preuve que quand il y a plusieurs États européens, chaque État européen fait comme ça l'arrange, en fonction de ses considérations électoralistes, ne s'occupe pas de l'avenir à long terme de l'Europe, et donc c'est quelque chose qui est très préjudiciable, malgré l'existence d'une union énergétique qui est pilotée par l'Union européenne. On voit bien que dans les faits, concrètement, cette union énergétique n'a que très peu de signification, et que pour faire une vraie politique énergétique européenne, il faut un État fédéral européen. On va maintenant donc évoquer la décision de la Pologne de s'équiper de matériel américain, notamment pour les hélicoptères et maintenant pour des missiles antimissiles, plutôt que de s'équiper avec du matériel franco-allemand. Il faut voir que la Pologne cherche un partenaire de sécurité crédible pour pouvoir répondre aux menaces que la Russie fait peser sur l'Est de l'Europe après son comportement vis-à-vis de l'Ukraine, qui a consisté à envahir la Crimée et à soutenir activement, très activement, les séparatistes dans l'Est de l'Ukraine. La Russie, c'est une superpuissance nucléaire, c'est une grande puissance conventionnelle, qui est dotée en plus d'armes nucléaires tactiques, qui a un long passé expansionniste, que les Européens de l'Est, dans les États baltes, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie, etc., connaissent bien. Et c'est la raison pour laquelle ils cherchent à organiser une défense crédible face à la Russie. Et cette défense crédible, elle n'est assurée que par les États-Unis, par l'OTAN. Pourquoi ? Parce que les Européens n'ont pas mis en place une défense européenne. Il n'y a pas d'armée européenne avec un commandement unique, avec un entraînement unique, avec des matériels compatibles, avec une doctrine d'emploi crédible comparable à l'OTAN. Donc, et puis en plus, il n'y a pas d'État fédéral européen. Ça veut dire que pour la décision d'emploi des forces européennes, il faudrait l'accord de tous les pays européens, ce qui n'est pas du tout efficace. Donc, ce n'est pas crédible. Imaginez si aux États-Unis, il y avait 50 États différents, il fallait que qui avaient chacun leur souveraineté en matière de défense et diplomatique, il fallait qu'ils donnent chacun leur accord si les États-Unis devaient intervenir. Les États-Unis ne fourniraient pas une alternative de défense crédible, une offre de défense crédible. Donc comme les États-Unis, ils ont l'État fédéral, ils ont le commandement centralisé, ils ont les une offre de défense crédible. Et quand on a une offre de défense crédible, eh ben on a les moyens de dire vous achetez plutôt le matériel, c'est quand même préférable. Et puis les partenaires, pour maintenir et consolider ce lien de défense, ce lien avec cette puissance qui dispose d'une offre de défense crédible, eh ben, ils ont tendance à sélectionner les matériels qui correspondent
qui appartiennent à cette puissance qui est en mesure de fournir une offre de défense crédible. Voilà. Donc si les Polonais ils choisissent des matériels américains, c'est parce que les Américains ils sont crédibles face à la Russie en matière militaire, en matière de défense. Ils peuvent assurer la défense de la Pologne. Les Européens, face à la Russie, dans l'état actuel des choses, ne le peuvent pas. Ça veut dire que s'il faut pouvoir développer les exportations européennes, l'industrie militaire européenne, et derrière, souvent il y a aussi les contrats civils qui vont avec, parce que quand vous vous engagez diplomatiquement envers un pays, vous avez aussi tendance à favoriser ces industries civiles pour consolider le lien que vous avez avec ce pays. Donc, s'il faut pouvoir développer les industries d'armement européennes dans des conditions correctes, les exportations européennes en général, et si l'influence de l'Europe doit pouvoir être diffusée à travers des accords de défense, il faudra une défense européenne crédible. Et pour avoir une défense européenne crédible, il faudra un État, il faut un État fédéral européen. Ne serait-ce que pour assurer la cohérence, la crédibilité, la décision d'emploi des forces européennes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les questions d'actualité de cette semaine. Merci de votre attention. Au revoir.